Eh bien, donc me voilà après mon service militaire accompli. Je dois donc, comme je me suis marié pendant mon service militaire, je devais donc gagner ma vie et me trouver un point d'atterrissage dans la vie professionnelle. Et j'ai tenté d'entrer au FNRS. J'ai postulé au FNRS. J'ai été admis, donc du premier coup, mais j'ai eu un problème, une erreur d'aiguillage. Parce que dans mon projet, j'avais pris comme projet la continuation de mon mémoire de licence pour en faire une thèse, pour étudier plus loin dans le temps, avec un peu plus d'ampleur. C'était donc une thèse en histoire que je préparais, mais comme les aspects étaient plutôt, je dirais, ce que j'avais mis en avant était plutôt de type sociologique, comment on présentait aux populations, etc., les populations. On m'avait classé dans la commission de sociologie, parce que le FNRS est divisé en commissions. Au lieu d'être dans la commission 18 histoire, j'étais dans une autre commission. Ma demande avait atterri dans la commission sociologie chez des gens qui ne me connaissaient pas. Et alors, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, zut, alors, c'est foutu. Sauf que ce n'était pas vraiment foutu, ils m'ont admis quand même, mais avec un mandat de stagiaire pour 1 an. Je devais donc renouveler l'année suivante si je voulais, à ce moment-là, réintroduire ma demande du côté de la commission d'histoire. Ce que j'ai fait en mettant dans ma demande beaucoup de fois le mot histoire, pour qu'on voit bien que c'était une thèse d'histoire et pas une thèse de sociologie. Alors là, j'étais jugé par des gens qui me connaissaient un peu, et là, j'ai été. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu de faire 2 fois 2 ans d'aspirant, j'ai fait 1 fois 1 an de stagiaire et puis 2 fois 2 ans d'aspirant. J'ai donc eu la chance finalement d'avoir 5 ans pour faire ma thèse et la publier, ce qui m'a permis enfin, de me donner plus de facilité qu'à d'autres. Alors j'ai commencé donc au FNRS et j'y suis resté toute ma vie active parce que parallèlement à mon cheminement au FNRS, j'ai commencé par donc stagiaire, puis j'étais aspirant, puis chargé de recherche, puis chercheur qualifié, puis maître de recherche, et puis directeur de recherche. J'ai fait toute ma vie là-bas, mais parallèlement à ça, j'ai eu des cours qui m'ont été donnés ici à l'université, j'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis finalement, j'avais 2 vies parallèles à l'université où je travaillais et au FNRS qui me payait, hein, parce que je n'étais pas payé 2 fois, hein, j'étais payé qu'1 fois par le FNRS, mais enfin c'était en arrangement, et les cours ici je les donnais en accord avec le FNRS, quoi. Ce qui me permettait évidemment d'avoir un contact avec les étudiants, puisque le FNRS c'est un peu le coureur de fond, quoi, le marathonien qui travaille seul, qui n'a pas de contact. Grâce à mes cours, j'avais un contact avec le monde académique, avec les étudiants, etc. C'était beaucoup plus équilibrant. Et là, c'est venu de surcroît au fur et à mesure que je progressais, quoi. Alors, donc, me voilà dans la carrière universitaire, si je puis dire, la carrière, parce que j'étais mal à l'aise au départ, de par mes origines, de par tout ce que j'avais entendu de mon père, enfin, etc., enfin, de tout cet héritage, qu'il faut, toute cette méfiance vis-à-vis de l'institution que j'avais fondamentalement. Je voulais bien faire des recherches, mais je ne voulais pas trop de contact avec ces profs, avec tous ces gens, ça me perturbait. Il y avait par exemple des voyages d'historiens, d'étudiants avec les profs. Jamais il me serait mis à l'idée de m'inscrire à un voyage avec des profs, c'était inconcevable, enfin, ça n'allait pas, c'était pas le même monde, j'étais dans un autre monde, et c'est petit à petit que j'ai apprivoisé ce monde académique. Au début, c'était pas gagné, hein, parce que c'était des gens que je fouillais, puis finalement, j'ai appris à les connaître, à les côtoyer, et puis à faire avec, puis finalement, voilà, je m'y suis fait, j'y étais comme un poisson dans l'eau, mais c'était pas gagné au départ. Bon.
Alors bon, j'ai donc continué ma thèse sur la voie de mon mémoire de licence avec le Shannon Hubert, qui était un homme bien encourageant, pas du tout intrusif. Il savait encourager dans des voies différentes de la sienne et il était bien, enfin, c'était quelqu'un de bien et qui ne voulait pas accaparer la recherche que tu faisais à son profit, enfin qu'il laissait beaucoup de liberté aux gens dans les méthodes et dans les thèmes. Et dans les méthodes, j'avais utilisé des méthodes que lui-même n'utilisait pas, des méthodes quantitatives. J'étais un petit peu féru à l'époque des méthodes de l'école de Chicago avec Harold Lasswell, Bernard Berelson, etc., où on faisait l'analyse du contenu, l'analyse quantitative du contenu, où on comptait les mots en espérant qu'en comptant les mots, on voyait un peu les obsessions des gens, voir un petit peu ce qu'ils pensaient et je dirais les choses qui leur échappaient. Pourquoi ils employaient tel mot positivement ou négativement en comptant, en faisant des comptages. Alors j'avais utilisé notamment ces méthodes d'analyse quantitative du contenu inspirées de la sociologie, mais surtout de l'école de l'analyse des médias, de l'école de Chicago. Et mais Hubert, qui n'avait jamais travaillé là-dedans, mais m'encourageait à le faire parce qu'il trouvait que c'était... Alors voilà, donc j'ai été reçu en 71, j'ai fait présenter ma thèse, ça s'est bien passé. Et puis après... Votre thèse, elle était intitulée elle est là, j'ai été publiée en 73, périodique missionnaire belge, donc je peux montrer le bouquin, elle a été publiée, quoi. Bon. Alors, après, j'ai continué au FNRS, mais j'avais quand même conscience que pour travailler sur l'outre-mer, il me manquait une expérience de l'outre-mer, parce que mon expérience de Congo était insuffisante pour pouvoir dire que j'avais une grosse expérience de l'outre-mer. Et je me dis, bon, je vais changer d'orientation et m'orienter vers ce que les gens pensent ici. J'étais toujours dans l'histoire des mentalités. Je continuais dans cette voie-là, parce qu'au fond, j'étais aussi influencé par les courants de la nouvelle histoire. La nouvelle histoire, dans la foulée d'un petit peu de Lucien Febvre, etc., de Marc Bloch, qui avait lancé les annales. Et dans cette mentalité-là, on cherchait plus à chercher, par exemple, le vécu que le prescrit. On cherchait plus à voir ce que les gens pensent que ce que l'on fait, que ce que les gens prescrivent, que les autorités prescrivent. On s'intéresse plus au vécu que à ce qui est décidé par les puissants. Donc, ça me correspondait tout à fait, parce que c'était un peu ma vie, et alors tout cela me branchait fort, et je me dis, si je veux continuer des recherches, alors que mon expérience de l'outre-mer est très minime, il vaut mieux que je me recentre sur l'ici. Et j'avais tout un projet d'études sur les mentalités en Wallonie, le vécu des gens en Wallonie, et notamment le vécu, ce que l'on pense, etc., les croyances, le vécu. Et j'avais lancé toute une enquête sociologique dans la région de Namur où j'habitais, parce que j'habitais à Namur, mais je travaillais à Louvain-la-Neuve, dans ma région où j'habitais, dans la province de Namur, sur toute une collecte des croyances populaires, sur les croyances populaires. Tout ce auquel les gens attribuaient de l'importance, pour grandir leur maison, pour lire les lectures qu'ils avaient, ou s'ils allaient dans les livres de messe, les images qu'ils avaient, ou les médailles qu'ils portaient au cou, ou alors je sais pas, toutes ces choses qui font la vie quotidienne. Je sais bien qu'il y a des musées qui font ça. J'ai travaillé avec un musée par la suite. Mais à l'époque, je voulais plutôt réunir les choses que les musées ne gardaient pas eux-mêmes, pas les belles pièces, mais les petits papiers, les petites images. Et alors j'avais lancé une grande enquête, et puis que faire de tout ça? Alors j'ai fait quelques études, je ne sais pas si je le cite ici dedans, quelques études sur les objets supports des croyances. Toute cette multitude de petites choses, les cierges, les petits papiers, les médailles, les images, les petits feuillets, etc. Tout cela, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'on peut tirer de cela?
et j'ai fait quelques articles sur la question. Bon. Mais j'étais tenu à faire ce qu'on appelait à l'époque, ce qui a disparu maintenant, une thèse d'agrégation. C'est une deuxième thèse que l'on fait après la thèse de doctorat, mais qui est tombée en désuétude, on ne l'a plus faite, mais à l'époque, le FNRS l'exigeait encore pour obliger les gens à se tenir au travail. Bon. Et alors, pour ne pas qu'ils s'éparpillent, qu'ils fassent un peu n'importe quoi, je dois donc faire une thèse d'agrégation. Et alors, c'est ainsi que j'ai travaillé à analyser les images que j'avais récoltées par milliers, les images que j'appellerais les images de dévotion. J'ai donc dû m'initier à l'analyse de l'image pour toutes sortes de méthodes, enfin de méthodes quantitatives, mais aussi méthodes d'analyse plus inspirées de l'analyse structurale. Qu'est-ce que dans une image, qu'est-ce qui structure une image, comment elle parle, par quel procédé parle-t-elle. Alors là, je me suis lancé dans l'étude de l'image religieuse, mais pas uniquement religieuse. Et alors, j'ai sorti un gros bouquin qui était ma thèse d'agrégation, mais beaucoup plus tard, en 88, je crois, en 88, j'ai sorti ma thèse d'agrégation, alors que ma thèse était faite publiée en 73 et défendue en 71. Donc, mais parce qu'entre-temps, j'avais déjà publié beaucoup sur d'autres choses, notamment sur l'image, sur l'analyse de l'image, l'analyse par exemple de la caricature politique, qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai fait beaucoup de choses. Mais là, il faudrait que je puisse montrer les ouvrages. La caricature politique m'a beaucoup intéressé, notamment la caricature politique en Wallonie, sur les questions wallonnes. Et puis alors, j'ai donc travaillé là-dessus, j'ai publié ma thèse, et puis je suis revenu néanmoins à l'outre-mer, parce qu'à une époque, Jacques Gady de Lyon, qui était prof à Lyon, avait lancé le CREDIC, qui était le centre d'études sur la diffusion du christianisme outre-mer. Et il avait appris que j'avais travaillé là-dessus, il était venu me trouver ici à Louvain-la-Neuve pour me demander de faire partie avec lui du CREDIC, et non pas de le lancer, il était déjà lancé, mais depuis 1982, j'ai travaillé avec lui au CREDIC, qui était, où tu es déjà venu d'ailleurs, et il était venu en personne me dire que ça serait bien que je relance les choses ici. Et c'est ainsi qu'on a relancé à quelques-uns l'intérêt pour les études de l'outre-mer sur le plan religieux ici à Louvain-la-Neuve, notamment avec quelques amis, Claude Soutens et Maurice Chézat, avec qui j'ai donc pu travailler. Et former le centre... Alors on a formé ensemble le centre Vincent Leb, qui était un centre... Vincent Leb était un missionnaire qui avait été présent en Chine, qui avait lancé des idées pour faire une église de Chine et pas une église d'un plaquage européen sur les mentalités chinoises. Et alors, Vincent Leb avait été à l'origine de toute une révolution, une rénovation de la pensée missionnaire qui avait suscité beaucoup de débats. Et alors, comme on avait hérité ici des des archives Vincent Leb, Claude Soutens travaillait, Claude Soutens étant occupé à les trier, à les classer. On avait intitulé notre centre Vincent Leb, alors avec Maurice Chézat plutôt lui centré sur l'Afrique, et avec moi-même, on avait essayé de relancer, on a fait des colloques ensemble, on a fait des publications, on a fait ensemble un guide du chercheur que j'ai publié ici, un guide du chercheur en histoire des missions. Alors là, ça a un petit peu relancé la thématique, et puis surtout, j'ai beaucoup travaillé avec le CREDIC à Lyon. On a fait des colloques avec le CREDIC, et là, c'était tout un domaine. Et on a organisé souvent à Louvain-la-Neuve des colloques du CREDIC. Une fois sur l'œcuménisme et mission, une autre fois sur les nouvelles voies de la mission, une autre fois sur les différents aspects. Notamment, j'ai encore assez récemment, dans la foulée, j'avais organisé à Maredré un colloque sur le thème avec le CREDIC, quel Dieu, quel homme. Parce que les missionnaires allaient annoncer un Dieu, mais en annonçant un Dieu, ils annonçaient aussi un type d'humanité. Et quel type d'humanité correspondait au type d'homme? Par exemple, en annonçant un Dieu sédentaire, avec des églises, avec des hôpitaux, avec des écoles, c'est un Dieu implanté dans la réalité sédentaire.
Donc c'est un Dieu sédentaire et pas un Dieu nomade. Alors, et ça a quoi comme implication dans la tête des gens je dirais, alors, un Dieu aussi qui s'établit avec des maisons, c'est un Dieu qui s'établit, qui se fixe. Et c'est quoi par rapport à ces populations qui n'avaient pas le même type d'imaginaire? Donc, en annonçant un Dieu, on annonce aussi un type d'humanité. Bon, c'est un peu tout ça qui m'a préoccupé pendant longtemps. Je ne sais pas où j'en suis dans mon développement. Oui, très bien. Si vous pouvez nous dire peut-être quelques mots de plus de votre thèse, Image des vivants et des morts, et puis ces prolongements, et tout le travail fait sur les images mentales aussi. Ah oui, alors donc des images graphiques, je suis passé aux images mentales parce que les deux étaient liés, parce que dans mon étude sur le périodique missionnaire, j'étudiais plutôt les images mentales. Là, je m'étais dit, je vais étudier les images graphiques. Et j'ai étudié les images avec des procédés, disons, à la fois quantitatifs, mais aussi qualitatifs, surtout voir un peu ce qui était représenté là. Parce qu'au fond, j'avais réuni cette collection d'images que je trouvais laide. Je trouvais, pour ne pas dire affreuse et mièvre, bon Dieu zarde. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je me suis dit, au fond, mais je suis sur un mauvais pied, je me mets sur un mauvais pied, je me permets de juger les productions, alors qu'au fond, je dois les prendre comme elles sont et pas les juger. Je dois apprendre à je ne vais pas dire les apprécier, les goûter personnellement, mais au moins, puisque ce sont des productions d'êtres humains qui ont fait ça, c'est qu'à un moment donné, ça correspondait à ce qu'ils pensaient. Et que pensaient-ils en faisant ça? Alors, je ne les ai plus vus sous l'angle du jugement esthétique, je les ai vus sous l'angle du message qu'ils apportaient. Et pourquoi avait-on besoin, à une époque, de présenter ce Christ un petit peu doucereux? Et ça correspondait à quoi comme mentalité? Et pourquoi faisait-on comme ça? Et donc, je me suis dit, ben voilà, on va... Alors, j'ai analysé un peu plus de 1000 images, comme on analyserait des tableaux de maître, ce qu'elles ne sont pas, en me disant, mais quel est le pourquoi de ça? Quelle est la structure? Quel est le message sous-jacent? Et pourquoi l'évolution? Parce qu'à un moment donné, cette image aussi a évolué. On a fait des images dites modernes qui étaient tout autres, qui correspondaient à ma sensibilité, mais enfin, et pourquoi? Et alors j'ai fait pratiquement, pendant un siècle et demi, l'évolution des mentalités religieuses à partir de l'imagerie. Voir comment on est passé d'une image d'un type à un autre type, en suivant des évolutions. Alors là, il y avait l'aspect, bien sûr, quantitatif, il y avait l'aspect qualitatif, il y avait l'aspect l'analyse structurale, parce qu'entre-temps, j'avais suivi les cours de Jules Gritty. Jules Gritty qui m'avait initié à l'analyse structurale. Alors, ça m'avait un peu aussi passionné, comme beaucoup de choses que je fais d'ailleurs. Alors, ce qui m'a donné l'idée après de m'intéresser à d'autres types d'images, notamment aux images à la caricature. Et dans les séminaires que je donnais avec les étudiants, j'ai parfois fait des études sur la caricature politique, voir un peu comment, dans les journaux, on présentait tel personnage ou tel événement ou tel problème. Alors là, parce que l'image dit moins que le texte, mais parfois dit plus que le texte. Et parfois, il donne des idées sous-jacentes que l'on n'ose pas exprimer dans les paroles, mais que l'on dit dans l'image. Alors tout cela m'a aussi passionné, et je me suis intéressé à l'image, à la caricature politique, et bien sûr, et puis de là, évidemment, aux images mentales, c'est-à-dire, j'avais déjà commencé les images de stéréotypes nationaux, que j'avais déjà commencé avec les stéréotypes diffusés par les revues missionnaires. Donc comment présenter les Africains, comment ils présentaient les Chinois, etc. Donc là, j'étais déjà passé avant aux images mentales, et au fond, pratiquement tout ce que j'ai fait, ça tourne autour de l'image mentale et des représentations mentales. C'est un peu l'histoire des mentalités, mais le mot est un peu passé de mot, mais au fond, l'histoire de représentation mentale.